Manaono, salam. Je suis Samb et vous écoutez actuellement le podcast Malabar. Avant de commencer, j'aimerais vous présenter Maïr Rami Prod qui a monté ce nouvel épisode. Entrepreneur basé en France, il est disponible pour vous accompagner dans tous vos projets vidéo et photos. Retrouvez ses contacts dans le lien de l'épisode. Malabar, c'est le premier podcast qui vous fait découvrir Madagascar autrement. À travers les expériences de mes invités, je vous emmène à la découverte de ce pays qui regorge non seulement de richesses, j'ai nommé la veine de Madagascar, mais aussi et surtout d'une génération fantastique qui veut aider le pays à se développer. Dans chaque épisode, vous découvrirez le parcours de mon invité, ses expériences et son regard porté sur le pays. Alors pour suivre toute l'actualité de Malabar, n'hésitez pas à vous rendre sur malabar.fr ou à suivre notre Instagram. Et maintenant, je laisse place à ma conversation avec mon invité du jour. Prochaine invitée, et je suis très contente de la recevoir, est Aïlin Akbarali. D'abord, je suis heureuse de la recevoir parce que bien sûr, recevoir une femme est rare sur ce podcast, donc solidarité féminine oblige. Mais au-delà d'être une femme, Aïlin a créé une belle marque de mode qui va certainement vous donner envie d'en savoir plus. Avec Aïlin, on comprend tout de suite pourquoi elle s'est lancée dans l'entrepreneuriat. Dynamique, avec une forte envie de changer le monde, elle se donne les moyens de réussir et de faire partager son succès avec les autres. Dans cet épisode, on a abordé son enfance en tant qu'italo-indienne, sa vision de Madagascar, la création de son entreprise, le début, sa vision et les causes qu'elle défend, sa volonté de rester à Madagascar parce que finalement, c'est son pays. C'est vraiment un bel échange qui vous permettra peut-être de voir un exemple concret de marque qui se bat réellement, non pas pour elle-même, mais pour son pays. Sur ce, je ne vous en dis pas plus et je laisse Aïlin vous raconter son histoire. Bonne écoute. Bonjour Aïlin, comment vas-tu ? Ça va très très bien, merci. Et toi ? Oui, ça va très bien, merci. Actuellement, tu nous parles de Tana. Il fait super beau, super chaud. Je suis super jalouse. Mais je suis très contente d'être avec toi aujourd'hui. On va parler de mode. On va parler de luxe, d'entrepreneuriat. Mais avant tout, j'aimerais que tu te présentes aux auditeurs, que tu nous dises ton nom, ton prénom, ton âge et que tu nous parles de tes fonctions aujourd'hui au sein de Made for a Woman. D'accord, ok. En tout cas, merci beaucoup pour m'avoir invité sur ce podcast. Ça me fait très plaisir de parler de Madagascar et le projet qu'on a mis en place. Donc, je m'appelle Aïlin Akbarali. Je suis italienne-indienne, mais j'ai grandi à Madagascar, donc je suis malgache. J'ai 27 ans. J'ai grandi à Madagascar. J'ai fait toutes mes études à Madagascar. Et juste après que j'ai fini l'école ici, je suis partie en Italie où j'ai commencé mes études à Rome en étudiant la philosophie et l'histoire. De là, j'ai décidé de partir en Inde où j'ai travaillé avec une entreprise de mode de haute couture qui s'appelle Abujani Sandeep Khosla. Donc avec eux, j'ai fait un stage de 6 mois où on a travaillé j'ai travaillé dans la partie commerciale, mais aussi dans toute la partie, comment on dit ça, dans leur workshop. Mm-hmm. Ça m'a vraiment ouvert l'esprit, on va dire, en termes de working conditions pour les employés. Donc, ça m'a vraiment intéressé beaucoup comment les entreprises traitent leurs employés et comment ça devrait vraiment être. Donc, c'était une expérience très enrichissement à Mumbai. Et à la fin, je suis rentrée en Italie où j'ai fait ma undergrad à Milan. J'ai fait une étude de business focalisée dans la mode. Et finalement, j'ai fini avec un master à Paris où j'ai étudié Global Communications avec un focus, donc Corporate Social Responsibility, donc RSE, dans la mode. Et de là, j'ai décidé de rentrer à Tana parce que depuis que je suis petite, mon rêve a toujours été de créer une entreprise sociale. Donc, mettre le monde du social, donc l'entraide entre humains, entre d'autres êtres,
et toute la partie mode. Ça m'a toujours beaucoup intéressé, toute la partie psychologique derrière la mode, les cultures, les couleurs. Et donc, j'ai voulu mettre ça ensemble dans un pays comme Madagascar qui avait un potentiel énorme en termes de valeur ajoutée main-d'œuvre. Mais aussi, comme tu le sais très bien, des pays les plus pauvres au monde. Voilà, donc c'est un petit peu ça. Et j'ai créé Made for a Woman en 2019, une marque dédiée avec l'objectif de créer un impact direct aux femmes, aux Malgaches avec qui on travaille chaque jour. D'accord. Ça fait beaucoup d'informations et j'ai plein de questions. Tu as dit quelque chose qui est très beau. Tu as dit que tu avais grandi à Madagascar et que tu te sentais à Madagascar, que c'est ton pays. Ça, je trouve très bien de le dire parce que je pense qu'aujourd'hui, on a encore du mal à considérer des gens qui ne sont pas nés de père, mère malgache en tant que malgache. Et je pense que c'est une des raisons aussi qui fait que tu as fondé ta société à Madagascar, c'est que tu avais envie au final d'aider ton pays. Parce que c'est quand même une entreprise qui est, oui, dans la mode, oui, dans le luxe, mais c'est une entreprise qui a aussi un projet social. Et donc, ma question, ce serait de savoir, est-ce que toi, déjà, ton identité en tant que malgache, elle a toujours été présente depuis toujours? Est-ce que quand tu vas en Italie, tu te sens aussi un peu italienne? Est-ce que quand tu vas en Inde, tu te sens aussi indienne? Au fond, tu te sens quoi? Ok, donc ça, c'est super intéressant parce que, alors, étant quand même d'une diversité assez vaste en background, en grandissant à Madagascar, c'était quand je disais aux gens que j'avais le passeport malgache, je me sentais malgache, ils rigolaient un petit peu. Donc ici, il y a des mots qu'on utilise pour les Indiens, donc Karana ou Vaza pour les Blancs. Donc, ils m'ont toujours appelé comme ça. Mais c'est quelque chose que je comprends complètement parce que je viens d'une communauté petite indienne à Madagascar qui est là depuis des générations. Mais malheureusement, on s'est jamais vraiment adapté, on s'est jamais vraiment ouvert complètement à la culture locale. On s'est toujours un petit peu renfermé et je pense que à cause de ça, ça crée beaucoup de conflits de race, on va dire, de culture, de religion, de communauté. Et c'est très triste parce que on vit dans un des plus beaux pays au monde où il y a une richesse incroyable dans la culture locale, mais même dans la culture indienne où on vit aujourd'hui, où je viens de. Donc, ce que j'aimerais bien faire, c'est vraiment faire partie de ce changement où j'essaye à dire aux gens que je suis malgache, je viens de Madagascar et c'est la vérité. C'est vrai que ma mère est italienne, mon père a une culture très profonde et très forte indienne. Mais on est malgache, on a grandi à Madagascar, on parle malgache, on vit la culture chaque jour et je pense que les nouvelles générations doivent commencer à penser comme ça et être fiers d'être de ce pays magnifique. Après, c'est vrai que quand je suis en Italie, je me sens jamais très italienne. Quand je suis en Inde, c'est vrai que je me sens beaucoup plus indienne qu'italienne, mais même là, je me sens pas complètement indienne. Après, quand même, j'ai tatoué le pays Madagascar sur mon corps, donc c'est vraiment mon pays, c'est ce que j'aime, ça fait partie de mon destin. Et donc voilà, je me sens, c'est vrai, un global citizen, mais je suis très très fière d'être malgache et de dire que je suis malgache. Est-ce que pour toi, justement, le fait d'être malgache et de vouloir aussi, comme tu dis, un peu modifier les mentalités d'aujourd'hui, est-ce que pour toi, c'était une obligation de te lancer dans l'entrepreneuriat et de lancer ton entreprise à Madagascar, ou bien c'est un concours de circonstances qui ont fait qu'aujourd'hui, ton entreprise est à Madagascar? Alors, moi, je pense que quand même, la raison pour laquelle l'entreprise est de Madagascar, c'est parce que j'ai grandi ici. Donc, je crois beaucoup dans le karma, je crois beaucoup dans le destin. Et honnêtement, je pense que je suis née à Madagascar, pas parce
que c'était une coïncidence. Il y a une raison d'être. Donc, ma raison d'être, c'est d'avoir grandi et connu ce pays incroyable, de connaître la main-d'œuvre et le potentiel de le travail que les Malgaches sont capables de faire. Et donc, en regardant tout ça, en mettant tout ça ensemble, toute la partie biodiversité du pays, en regardant la main-d'œuvre du pays, en regardant la culture, en connaissant les gens malgaches, j'ai décidé que c'était vraiment l'endroit parfait. Aujourd'hui, quand même, on vit dans un monde ça peut être positif ou négatif, mais les trends du futur sont la biodiversité, c'est le social, c'est faire du bien, c'est intégrer ça dans les business. Et donc, vraiment, c'était le pays parfait où le faire, dans le moment juste. D'accord, parfait. Et justement, si on parlait un peu de Made for a Woman, j'aimerais que tu nous parles un peu de l'entreprise, sa création, les équipes que tu as aujourd'hui pour qu'on situe un peu le savoir-faire que vous avez aujourd'hui de l'entreprise. Donc, tu veux que je te raconte un petit peu de l'entreprise, de ce qu'on fait, c'est quoi Ok, d'accord. Oui, s'il te plaît. Ok, donc je vais élaborer ça. Donc, Made for a Woman. Alors, aujourd'hui, on vit dans un monde où il y a des startups qui se créent tous les jours. C'est incroyable, c'est magnifique, c'est super beau. Ça montre qu'il y a plein d'entrepreneurs, que les gens, ils sont créatifs, ils ont envie de créer, ils ont envie de faire. Donc, c'est très, très difficile de devenir un brand, une marque aujourd'hui who stands out. Donc, c'est quoi la valeur ajoutée qu'on essaie de inclure dans notre marque ici à Madagascar? Donc, premièrement, tout est in-source. Ça veut dire que nous, on a contrôle sur toute la valeur de chaîne de production à nos mains, devant nous directement. Donc, on travaille avec un certificat, avec des fournisseurs qui sont certifiés à Majinga pour toute la partie raffia, qui travaillent avec le ministère de l'Environnement, avec qui on plante plus de 1 million d'arbres par an. On a même créé un mini documentaire avec un freelance de National Geographic qu'on a présenté au Festival de Cannes cet été, qui démontre toute la transparence de la raffia, donc les problématiques, les conflits qu'il y a politiquement, environnemental, aussi culturellement, mais pour expliquer aux gens c'est quoi exactement la raffia, ça vient d'où, et c'est quoi, et pratiquement on fait quoi avec cette fibre incroyable. Donc, il y a toute cette partie-là qu'on a du contrôle assez direct avec ces fournisseurs qui sont certifiés. Et après, nous, on reçoit cette raffia à Tana, qui est, on va dire, notre atelier, l'endroit où on produit nos produits et où on travaille avec nos femmes. Donc, nos femmes sont qui? Donc, nous, on travaille avec des femmes qui viennent des situations marginalisées, vulnérables et difficiles. On travaille avec des associations de personnes handicapées, des personnes aveugles, avec des centres de rééducation mineure, avec des prisons, avec des femmes qui font partie des associations de GBV survivors, donc des femmes abusées, des mamans célibataires. Donc, on prend toutes ces personnes qui, normalement, auront une difficulté à trouver un travail dans un autre endroit. On les prend, on les forme. On a créé une formation avec le ministère de la Population où vraiment on dédie des périodes de l'année où on forme ces personnes et après, pendant la production, on les engage, on les prend à travailler avec nous et l'idée, c'est que dans le long terme, on aura de la production toute l'année et on pourra les employer chez nous pour toute l'année et créer une stabilité pour eux et pour leur famille. Donc, on fait ça directement dans notre atelier. Donc, on ne donne pas seulement un travail fixe avec des salaires équitables parce que bientôt, on sera certifié WFTO. Donc, pour nous, les audits sont très importants pour donner de la
crédibilité à notre entreprise, mais aussi promouvoir toute la partie équitable salariée de nos femmes. Donc, on donne aussi à nos femmes des cours de formation. On va de cours de français jusqu'à cours de danse. On a des one-to-one sessions avec des psychologues. On a des docteurs qui viennent à faire des visites à nos femmes. On a des docteurs, des nutritionnistes, des personnes dans la finance. On a créé des comptes épargne pour toutes nos femmes. On a une garderie pour les enfants de nos femmes. Donc, on est en train de créer un endroit de 360 degrés où ces femmes ne viennent pas seulement pour travailler. Parce que, quand même, si tu penses, le travail, ça fait partie de 8 heures de nos vies tous les jours, 5 fois par semaine. C'est énorme comme temps. Donc, comment on peut implémenter d'autres ressources, d'autres formations pour améliorer leur vie quotidienne et vraiment voir un changement dans 2-3 ans, dans 5-10 ans, et l'impact qu'on peut faire à un niveau peut-être aujourd'hui minimal, mineur, et voir ça dans 10 ans et vraiment voir un impact direct qu'on voit sur nos femmes et leurs familles. Et donc ça, on le fait tous les jours parce que on a une équipe qui s'occupe sur tous les KPIs, comment on peut analyser l'impact qu'on fait directement sur nos femmes, sur l'atelier, sur la raffia, sur la biodiversité. Et on met tout ça, chaque année, on publie un Sustainability Report qui est public sur notre site web. Comme ça, chaque de nos clients qui est intéressé peut comprendre exactement ce qu'on fait et si réellement il y a vraiment un impact direct ou s'il n'y a pas d'impact du tout. D'accord. Mais là, on se rend compte, tu vois, dans ta description et dans tes explications de Made for Women, que ce n'est pas simplement une marque de mode de luxe, mais que c'est aussi, comme tu le dis, beaucoup plus une marque qui s'investit dans le social. Pourquoi tu as eu cette volonté d'autant t'investir? Parce que tu aurais pu simplement, comme tu le dis, donner un salaire, du travail, qui est déjà énorme à Madagascar, de pouvoir aider la population en leur donnant tout ça. Pourquoi tu as voulu aller encore plus loin vraiment dans ta démarche et d'avoir cette vision à 360 degrés? Alors, premièrement, je pense que comme modèle, ça peut devenir un modèle pilote pour beaucoup d'autres entreprises sociales qui veulent intégrer ce type de on va dire, vision long terme. Après, je pense que les formations trouvées et créer un lien avec l'artisan, c'est beaucoup plus qu'un salaire. Donc, c'est vrai qu'un salaire peut leur donner une vie meilleure, mais je pense qu'elles peuvent utiliser ce salaire pour faire du mieux si elles sont capables à utiliser des utiles, donc des tools qui peuvent leur aider réellement. Parce que beaucoup de personnes avec qui on travaille aujourd'hui, malheureusement, font des salaires, on va dire, honnêtement, chez nous, elles font des salaires assez bons pour le niveau où elles sont, ou même pour comparer au salaire minimal du pays. Mais on voit qu'elles sont pas capables à investir leur argent, ou elles savent pas comment garder leur argent ou investir dans des endroits particuliers, ou vraiment voir une vision beaucoup plus long terme sur ce qu'elles gagnent. Donc, comment nous, comme entreprise, comment on peut vraiment leur aider à un niveau direct, one-to-one, à utiliser cet argent qu'elles font et qui est super important pour elles parce qu'elles vivent dessus. Mais comment on peut diviser ce salaire en pourcentage? Donc, est-ce qu'on peut travailler avec elles sur un plan que 5% de ça, on le peut mettre dans un compte épargne pour leur futur? Est-ce que 2% on peut le mettre dans le retirement plan? Est-ce que 10% on peut le mettre dans l'éducation de leurs enfants? Et comment on peut créer un plan de travail avec ces femmes-là et leur apprendre, enseigner que avec ce type de vision, c'est vrai, c'est pas immédiat. Donc, c'est vrai que demain, si elles veulent faire la fête et utiliser tous leurs sous pour faire la fête, ça va pas être possible. Et c'est une vision très short term. On essaie de vraiment les expliquer que
la vision doit être beaucoup plus long terme. Il faut penser à elles, mais il faut penser au futur de leurs enfants. Est-ce qu'ils veulent que leurs enfants demain soient dans leur situation de hier, où beaucoup de nos femmes demandent de l'argent sur la route, mangent une fois par jour. Est-ce qu'elles voient ça comme futur pour leurs enfants, ou est-ce qu'elles voient un futur meilleur où leurs enfants pourront aller à l'école, voyager, faire un impact direct et réel pour ce pays? C'est eux qui vont représenter le futur de Madagascar. C'est eux qui doivent prendre les décisions pour ce pays incroyable qui aujourd'hui n'est pas possible à cause des problèmes de nutrition, à cause des problèmes d'éducation, à cause des problèmes politiques. Donc, on essaye vraiment de changer comment elles voient la vie et comment elles doivent voir leur futur. C'est très difficile. C'est un impact très minimal qui va prendre beaucoup, beaucoup de temps, mais on le voit déjà avec nos employés fixes. Donc, ça fait 2 ans qu'on a 16 femmes fixes avec qui on travaille. Et on a vu un changement incroyable dans leur vie quotidienne, mais aussi parce qu'on va leur visiter aussi dans leur maison, donc aussi chez eux. C'est beaucoup plus clean. Il y a de l'hygiène. Elles mangent beaucoup mieux. Tous leurs enfants sont à l'école. Donc vraiment, il y a un potentiel énorme dans toute la partie formation qui n'aide pas seulement la personne directe avec qui tu travailles, mais ça change directement la mentalité d'une famille, d'une culture et même, j'espère, d'un pays. Et donc, on ressent que sur le long terme, ces femmes-là vont forcément modifier leur train de vie, comme tu le dis. Il y a une meilleure hygiène, elles mangent mieux, elles envisagent un futur. Et toi, Aileen, en tant que fondatrice de Made for Women et même pour Made for Women, tes objectifs sur le long terme pour cette entreprise, au-delà d'aider les autres et de faire de la mode, comment tu envisages le futur? Comment tu vois la vision sur le long terme de l'entreprise? Alors, c'est très difficile. Je vais pas dire que c'est facile parce que, comme tu dis, c'est beaucoup plus facile de donner des salaires équitables et s'en foutre un petit peu. Ok, on leur donne un salaire. Après, elles vont faire ce qu'elles veulent. À nous, ça intéresse seulement qu'on produit des produits de luxe et on vend à l'international. Voilà, c'est beaucoup plus simple à faire ça. Mais on va dire que la partie plus passionnante, la partie qui me donne l'adrénaline, mais pas seulement moi, parce qu'il y a mon équipe, j'ai une équipe incroyable qui travaille avec moi chaque jour, qui aujourd'hui c'est moi qui représente ça, mais à la fin c'est un travail d'équipe qu'on fait nous ensemble. Les idées viennent de tout le monde et ensemble vraiment l'idée c'est que on arrive à créer un peu de stabilité dans un pays tellement pauvre qui est complètement pas acceptable. C'est vraiment un truc j'accepte pas, j'arrive plus à accepter la réalité des choses et c'est pour laquelle j'ai décidé de créer cette marque. Je trouve que c'est pas juste, je trouve qu'il y a un potentiel énorme, il y a des ressources énormes qui peuvent être partagées et c'est ça qu'on veut faire ici. Il faut partager les ressources. On veut créer une économie circulaire, une entreprise sustainable, mais une entreprise qui a vraiment un futur et qui, à la fin, est une entreprise dédiée à la population malgache. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est moi qui représente la marque, mais vraiment, c'est une idée que j'ai eue, mais une idée, c'est facile à penser. Après, vraiment, avoir une équipe qui réfléchit comme toi, qui est passionnée comme toi, qui crée vraiment dans le bon des gens et qui veut vraiment changer les choses, c'est quelque chose d'autre. Donc vraiment, je remercie beaucoup toutes les personnes avec qui je travaille parce que c'est un travail très difficile day to day, parce que quand même, on travaille avec des personnes, des situations très difficiles et des fois, les gens ne réalisent pas la difficulté
qu'il y a des gens qui sont complètement différents de ce qu'on est habitué, nous. Des personnes qui n'ont pas d'éducation, des gens qui meurent de faim, des personnes qui, malheureusement, sont violées souvent, qui n'ont aucun contrôle dans leur vie. Et donc, je pense que c'est une responsabilité de toutes les autres personnes qui peuvent aujourd'hui aller à l'école, qui peuvent manger, qui peuvent penser au futur et qui doivent avoir cette responsabilité et sentir cette responsabilité pour avancer et trouver un équilibre pour un futur meilleur. Oui, bien sûr, Meet for Women, mais je parle à un niveau beaucoup plus élevé et plus grand. D'accord. Et est-ce que aujourd'hui, tu penses que la vision que tu as tu vois, cette volonté de vouloir aider le pays, de vouloir améliorer la situation de ces femmes, est-ce que c'est dû à la misère que tu as vue autour de toi à Madagascar? Est-ce que ça a toujours été en toi cette volonté d'aider le pays? Est-ce que c'est en grandissant? Tu vois, je suis quand même curieuse parce que j'ai pas grandi à Madagascar, donc j'ai pas forcément eu ce quotidien à côtoyer. Mais ce que j'aimerais comprendre, c'est cette envie en fait d'entreprendre et surtout socialement, parce que finalement c'est pas forcément tous les jours qu'on entend qu'une marque est une marque de mode de luxe, mais aussi très investie dans le côté social. Et ce que j'aimerais comprendre, c'est est-ce que toi tu as toujours eu cette volonté-là et est-ce que tu penses que c'est dû à l'environnement dans lequel tu as grandi? Alors oui. J'ai grandi à Madagascar. Alors, j'ai beaucoup souffert la pauvreté dans ce pays parce que j'ai jamais honnêtement compris pourquoi, par exemple, quand j'allais à l'école, j'étais dans une voiture et j'étais en train d'aller à l'école et en même temps, je voyais des enfants. Ils n'avaient pas de chaussures, ils mangeaient des trash cans. Je sais même pas comment on dit ça en français? Des déchets? Ouais, des déchets. Donc vraiment, on va dire, c'était trop différent. Il y avait une différence tellement extrême que pour moi, dans ma tête, c'était un truc malade. Je comprenais pas pourquoi j'avais pas de problème à manger tous les jours et il y avait des enfants qui ne pouvaient pas manger. Je comprenais pas pourquoi moi j'allais à l'école, il y avait des enfants qui demandaient de l'argent dehors de l'école. Donc c'était quelque chose que j'ai beaucoup souffert dans ma vie. Et après, quand même, ma mère, qui a beaucoup fait beaucoup de social dans sa vie, qui a créé une fondation contre le cancer à Madagascar, qui a créé beaucoup d'orphelinats, qui a travaillé avec les hôpitaux. Donc, j'ai grandi dans ce haut milieu aussi. Donc, j'ai grandi d'être super sensible à travers tout ce monde social. Et aussi, je pense, grâce à elle, j'ai toujours voulu partager ce que j'avais, que Dieu m'a donné, que l'univers a décidé de me donner dans cette vie pour le partager avec des autres êtres qui, malheureusement, n'étant pas capables ou n'avaient pas les ressources pour le faire. D'accord. Non, en tout cas, c'est vraiment très beau et je trouve ça, ouais, c'est vraiment très beau de ta part d'être autant investi si jeune déjà et d'anticiper, comme tu le dis, le futur de ceux qui vont créer le Madagascar de demain. Donc vraiment bravo Aileen et bien sûr à toute ton équipe comme tu le dis parce que t'es pas toute seule pour mettre for voilà. Exactement. Pour terminer Aileen, j'avais 3 petites questions pour toi que je pose toujours à mes invités. La première, c'est qu'est-ce qui te retient aujourd'hui à Madagascar? Alors premièrement, c'est mon pays et je l'aime trop. Donc mon enfance ici était incroyable. Je vois un potentiel énorme dans ce pays. C'est vraiment un endroit unique dans le monde entier. Honnêtement, j'ai beaucoup voyagé dans ma vie. J'ai eu la chance et le luxe de voyager dans ma vie et je peux dire que on vit dans un pays, Madagascar, un pays les plus uniques et beaux au monde. Donc, pourquoi quitter pour un autre pays quand j'ai tout ici? Et après, comme je te disais tout à l'heure, je vois trop de potentiel dans ce pays. Je vois trop je crois tellement dans la population malgache et dans le savoir-faire malgache que je veux vraiment partager ça avec le monde entier. Je veux pas que les gens, chaque fois qu'ils pensent à Madagascar, ils pensent à un des pays les plus pauvres au monde. Non, il faut pas affilier ça à Madagascar. Il faut que les gens commencent à penser à Madagascar comme un des pays les plus beaux au monde en termes de biodiversité,
en termes de ressources naturelles, en termes de population, en termes de culture, en termes de art. Donc, ça fait partie de ce que je veux apporter au monde. Quels sont tes conseils pour avoir une vie épanouie à Madagascar? Alors, cette question, elle s'adresse beaucoup, notamment aux gens qui n'y habitent pas ou ils n'y habitent plus, pour leur montrer que si demain ils décident de s'installer à Madagascar, voilà mes conseils pour que tu puisses t'épanouir et vivre une vie à laquelle tu aurais pu rêver en repensant à Madagascar. On vit dans un pays africain. Donc, beaucoup de gens d'expats, des gens qui ont étudié dans d'autres pays qui reviennent, ont cette approche très top-down. Donc, j'ai appris ça dans mon école. On a appris à faire ça comme ça. Et donc, je vais implémenter ce que j'ai appris. Ou, par exemple, ça marche très bien en Italie. Donc, des outils qui marchent très bien en Italie, je vais faire la même chose à Madagascar. Et je pense que c'est pas du tout comme ça qu'il faut faire. Il faut venir dans ce pays avec un esprit complètement ouvert. Il faut apprendre la culture. Il faut apprendre comment les gens y réfléchissent. Il faut apprendre comment les gens y vivent ici. Il faut apprendre leurs conseils de vie. Et il faut essayer de s'installer dans un bottom-up approach. Donc, apprendre d'eux et comment est-ce que tu peux leur aider, comment tu peux améliorer ta vie locale, mais aussi améliorer les vies des personnes qui habitent ici en mélangeant, on va dire, merge ce que tu as appris dans un autre pays en comment on dit ça? Implementing it. L'implémenter. Voilà, exactement, dans la culture locale. Et je le vois très, très bien avec ma directrice de opérationnel. Donc, elle est colombienne. Elle est arrivée ici l'année dernière. Donc, étant ici une expat, on a toujours un petit peu peur que, tu sais, ils sont dans leur bulle, ils traînent ensemble entre eux. Ils veulent pas connaître la culture malgache. Et honnêtement, elle a fait un travail incroyable. Elle a pris le malgache. Tous les jours, on mange avec les filles. Elle a appris à connaître les filles. Elle veut connaître leurs enfants. Elle va chez elles. Donc, elle s'est vraiment mise dans la culture. Elle a appris à faire partie de la culture malgache. Aujourd'hui, elle est acceptée. Aujourd'hui, elle arrive à implémenter ses idées, ses analyses dans notre structure pour améliorer la quotidiennité de notre atelier. Et ça marche très, très bien. Vraiment, on voit, grâce à nos analyses, grâce à nos KPIs qu'on est en train de mettre en place, on voit un changement incroyable du travail qu'elle est en train de faire, mais grâce à sa openness, donc sa volonté à s'intégrer dans la culture malgache. Tout à fait, mais ça, si je peux me permettre de rebondir sur le point, c'est très bien que tu dises qu'une étrangère a pu s'intégrer dans le pays grâce à sa volonté d'apprendre la culture, la langue, d'être en contact avec les femmes. Et tu vois, la langue, pour le coup, c'est quelque chose qui se perd de plus en plus, la langue malgache. Donc, c'est très bien que tu montres que des gens d'ailleurs se mettent à apprendre le malgache parce que je le vois en Europe, de plus en plus de jeunes malgaches ne parlent pas malgache, voire ne le comprennent pas. Donc c'est très bien de le mettre en avant. Exactement. Parce que je pense que la langue, c'est la première chose qui fait véhiculer une culture, qui fait que tu t'y sentes aussi bien dedans et que tu la comprennes, c'est la langue. Donc merci pour ce partage. Pour terminer, Aileen, est-ce que tu avais un message, quelque chose que tu voudrais dire aux auditeurs, un thème qu'on n'a pas abordé ou qu'on a abordé que tu voudrais renforcer? Alors, un message. Je pense que, alors c'est vrai que moi sur ce podcast, sur Instagram, sur nos sociales, sur le site web, on parle beaucoup de toute la partie positive d'être un entrepreneur ou même créer une société entreprise. Mais ce qu'on fait pas, c'est parler de comment c'est difficile,
c'est très, très difficile. Honnêtement, j'aurais jamais pensé que il y a 2 ans, je puis créer tout ça avec l'équipe que j'ai. Oui, je suis très satisfaite, mais si je pourrais me donner un conseil il y a 2 ans, c'est que rien est parfait. Donc, tu peux pas penser que en résultant un problème, tu vas trouver la perfection. Non, c'est pas vrai, que le monde est plein de problèmes et c'est grâce à ces problèmes-là qu'on arrive à trouver des solutions. Et à travers ces problèmes-là, à trouver des solutions, on souffre, on pleure, on a des jours où vraiment on n'arrive plus à avancer. On se dit qu'est-ce qui m'a mis à me mettre dedans, qui m'a dit de faire ça. Des fois, tu te poses des questions. Mais à la fin, honnêtement, je pense que si une personne a une idée, si une personne a vraiment la volonté, si une personne a on va dire des valeurs très fortes, une vision très très réaliste et des intentions très bonnes, tout est capable. Il faut pas laisser tomber, il faut pas se décourager et je pense que c'est grâce à ce type de mentalité qu'on peut avancer et partager nos expériences avec d'autres êtres et vraiment essayer d'améliorer la vie qu'on vit tous les jours sur ce monde qui ne nous appartient pas, mais on est là en passage. Merci beaucoup Aileen. Merci beaucoup pour ton témoignage. On te souhaite beaucoup de réussite pour Made for Women, mais je suis certaine que tu es déjà sur le très bon chemin pour y arriver. Et puis, on te retrouve du coup sur les réseaux sociaux. J'imagine que vous avez un site, un Instagram. Je mettrai les liens dans les notes de l'épisode. Et puis, à bientôt. Merci beaucoup. Je te remercie beaucoup pour cet épisode. Ça m'a fait beaucoup plaisir. Ça y est, l'épisode est terminé et merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous souhaitez en savoir plus sur l'actualité de Malabar, n'hésitez pas à vous rendre sur le site malabar.fr ou sur Instagram. Je vous mets tous les liens dans les notes de l'épisode. Malabar est toujours à la recherche d'expériences insolites. Alors si vous connaissez quelqu'un ou si vous-même souhaitez partager votre histoire sur Malabar, n'hésitez pas à m'écrire sur LinkedIn. À bientôt pour un nouvel épisode de Malabar.